Bonjour à tous, je suis Étienne Grésion, enseignant-chercheur à Paris Diderot, géographe, et je travaille sur les questions plutôt de nature-société, au sens large des deux termes. J'ai fait une thèse plutôt sur la question des rapports entre société, écologie et religion. J'ai montré comment en fait la religion pouvait avoir encore des effets dans les paysages aujourd'hui, en France en particulier, parce que j'ai travaillé sur la religion chrétienne. Et ensuite, j'ai fait un postdoc avec Marianne Cohen sur la question des trames vertes et de la biodiversité à Paris. Et on a mené des travaux, donc c'est pas moi qui ai fait ces travaux tout seul, avec Marianne et beaucoup d'étudiants et d'autres. Voilà, c'est des chercheurs du LADIS, donc on était assez nombreux à travailler sur ces questions. Et donc on a prolongé ces travaux depuis une dizaine d'années. Alors c'est un pseudo-synthèse, mais il y a tellement de choses à dire que je pense que ce que je dirai là, ça peut être un petit peu rapide, parce que j'ai que 20 minutes d'ailleurs pour parler. Et d'ailleurs, en fait, sur cette question de rapport des habitants en fait, avec la nature, je trouvais, et cette question d'habitat, et je trouvais qu'il fallait quand même aborder une question essentielle, c'est la question des exclus dans les jardins. Donc je finirai là-dessus. Parce qu'en fait, ce que j'ai constaté dans mes travaux, c'est que en fait, les jardins constituent à Paris des marges de manœuvre pour les sans domicile fixe, mais aussi pour les migrants. Donc j'aborderai cette question dans la troisième partie de ma présentation. Alors dans la première partie, l'idée c'est de montrer... Alors je voulais, on va peut-être passer la diapo d'après, je reviendrai. Donc dans la première partie, j'aborderai les questions plutôt de méthode, comment on aborde ces questions de rapport des habitants à la nature. Parce que l'idée, c'était de croiser en fait des approches qualitatives et quantitatives. Et ça, c'est vrai que souvent, en fait, ce qu'on voit dans les travaux scientifiques qui sont menés actuellement, c'est soit du quanti, soit du quali, et les rapports entre les deux sont assez compliqués. Et donc, on a un petit peu, avec Maria, on a essayé de faire discuter, dialoguer des données qui venaient de ces deux univers. Donc, je vous présenterai les données, d'où elles viennent et comment on les a mises en place. Et puis ensuite, je montrerai qu'il y a deux grandes postures. Alors, j'insiste sur la notion de posture. Là, on peut revenir sur la diapo d'avant. Parce que ici, c'est pour moi, on n'a pas des attitudes qui sont pérennes face à la question de la nature. Ça veut dire que je ne peux pas dire un tel pense ça de la nature ou un tel pratique comme ça, la nature à Paris. On a très bien vu avec Marianne que les comportements évoluent beaucoup dans les 10 dernières années, et en même temps, ils évoluent en fonction de la manière dont les questions sont formulées et la manière dont le débat est mis en place. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir en fait que pour aborder les questions de nature, il faut faire attention aux mots qu'on emploie et à la manière dont on les annonce. Donc ça, je vous montrerai quels sont les éléments de réponse qu'on a eus sur ce niveau-là. Ensuite, je voulais quand même vous inciter sur cette idée que la nature, ça a beaucoup de sens, c'est à la fois du vivant, une idée, c'est protéiforme, donc c'est ce qui prend vie. Et alors derrière ce qui prend vie, qui se produit par elle-même, elle échappe à la fois à l'humain, mais l'humain aussi peut maîtriser sa dynamique. Et donc là, dans les jardins, on voit bien qu'on a les deux aspects de la nature. On va avoir une nature plutôt spontanée, une nature plantée mais entretenue, et puis on va avoir une nature plantée et entretenue. Vous voyez, donc là, vous avez tout un tas, et c'est ça qui est intéressant à Paris, d'une certaine manière, c'est que c'est un très bon laboratoire pour travailler ces relations entre habitants et nature, puisqu'on a énormément de formes de nature différentes. Et donc l'idée, le postulat qu'on avait quand on travaillait sur cette question, c'était de se dire, est-ce que finalement les habitants, en fonction du type de nature dans lequel ils sont, ils vont avoir une approche différente de la biodiversité, etc. Donc ça, c'était un postulat important de notre travail. Alors, on peut passer à celle d'après. Alors,
ici, Paris, c'est juste pour mettre le cadre. Ici, on a une ville, une capitale de petite taille, en fait. C'est 105 km², qui est extrêmement bâtie, avec 41% de sa surface qui est bâtie. Vous avez en plus 30% qui est en bitume, donc ça fait finalement 70% de sa surface qui est finalement construite et minéralisée. Et puis ensuite, on a des surfaces avec des végétaux sur 20%, 7% de terre et 2% d'eau. Donc ça, c'est Marianne qui avait écrit là-dessus, c'est toi qui avais fait ce... Donc on voit qu'il y a très peu finalement de végétaux quand même comparé à la surface, et c'est vrai que ça c'est une particularité assez parisienne, même dans les capitales européennes, Paris est spécial du fait qu'il y a peu finalement d'espaces verts comparé au nombre d'habitants. Donc, parce qu'ici vous avez une densité très importante, on a plus de 20 000 habitants au kilomètre carré. On peut passer à la suivante. Alors, je vous présente les analyses quantitatives qu'on a fait. On a travaillé donc pour le quanti, on a travaillé plutôt avec des questionnaires. Ici, on a formulé plus de 442 questionnaires. Alors, l'idée, c'était de mélanger des types de quartiers différents avec des profils sociaux différents, mais aussi avec des paysages différents. Et donc, on a travaillé à la fois dans le 20e et le 16e arrondissement. Le 20e qu'on jugeait comme un quartier dans lequel on avait, alors ça c'est aussi d'autres travaux qui ont montré ça, c'est que dans le 20e on a plus de spontanés dans ce quartier et plus de friches. Donc on se disait que peut-être que les habitants ici, ils auraient une autre sensibilité du fait de l'importance des friches. Alors que dans le 16e, ici, on a une population plus aisée, avec moins de friches, en tout cas visibles. Alors, on a effectué alors, il y a une petite inégalité en termes de nombre de questionnaires distribués. On a 331 dans le 20e et 111 dans le 16e. On peut passer à la diapo suivante. Ensuite, on a fait des approches plutôt qualitatives. Alors, on a travaillé à partir de focus group. Alors, les focus group, c'est des entretiens en fait de groupes. Alors ici, on a fait 4 groupes de focus group. Ici, on a réuni des personnes avec des profils assez différents, sociaux, professionnels. On a fait des focus group avec des profils plutôt d'employés et d'ouvriers, et d'autres avec plus des cols blancs, des cadres. L'idée, c'était de voir si dans chacun de ces types d'entretien, on aurait des réactions différentes. Et puis comme ça, on pouvait faire attention aux rapports de pouvoir qui pouvaient émerger, etc. Donc, ce qui est intéressant avec les focus group, c'est que ça permet de voir les conditions du débat public. Parce qu'ici, on lance des idées, puis on voit comment les gens rebondissent. On regarde quelles sont les idées fortes, les idées plus faibles. Et puis en plus, on peut travailler aussi sur le gestuel. Donc il y a tout un tas de choses qui peuvent sortir. En plus, on a retranscrit la totalité des entretiens, donc on a pu faire de l'analyse textométrique autour de ces entretiens. La textométrie, c'est l'idée de travailler en fait sur des co-occurrences de mots, des relations entre les mots ou des unités contextuelles, en fait des parties de phrases. On regardait comment des parties de phrases, est-ce qu'il y a des parties de phrases qui se ressemblent dans les entretiens, etc. Et est-ce que c'est lié à des types de focus group, à des types de questions formulées, etc. Et puis on a fait aussi des entretiens par double regard. Donc ça, l'idée, c'est d'aller dans les jardins et de questionner en fait les habitants ou les visiteurs, de regarder qu'est-ce qu'ils observent, qu'est-ce qu'ils voient, etc. Donc ça permet de rebondir et en fait c'est intéressant sur un plan qualitatif. Dernière étape, c'est les SDF. Alors j'aime pas le terme, mais bon, c'est sans abri. Alors c'est pas la même chose que sans domicile fixe. On pourra en parler après. Donc en fait ici on a des gens avec des profils très variés et sans domicile fixe, c'est juste le fait qu'ils n'aient pas un domicile fixe qui leur donne leur identité, alors que derrière on a des identités qui sont très variées et des profils très variés. Donc, mais l'idée c'était, en fait, je travaille sur le bois de Vincennes depuis une dizaine d'années et j'ai pu suivre en fait l'arrivée en fait de ces sans domicile, l'arrivée où
la pérennité de certains campements. Donc l'idée, c'était de voir pourquoi ils s'installaient là et qu'est-ce qu'ils y trouvaient. Et donc je vous montrerai quelques résultats autour de ce suivi. Alors, en termes de posture, en fait, ce qui est intéressant dans les travaux, c'est qu'on voit peu de relations avec les CSP. C'est-à-dire qu'en termes de rapport à la nature, dans nos travaux, on ne voit pas de relation directe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les cadres ont une vision comme ça, les employés ont une vision comme ça ne marche absolument pas. Donc ça, c'est un premier élément. Et ensuite, les quartiers d'habitation jouent périphériquement sur la manière de percevoir. C'est-à-dire que notre hypothèse de base n'a pas complètement fonctionné. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu des grandes différences entre le 15e, le 16e et le 20e arrondissement. Ce qu'on a plutôt vu, c'est différents types de postures en fonction de la manière dont des questions étaient posées ou de l'entretien, de la manière dont l'entretien a été mis en place. Et donc vous avez deux grandes postures. Une posture qui est plutôt où en fait les habitants soulèvent l'analogie entre les humains et les autres vivants autour. Donc ça va... Dans ce comportement, on va avoir en fait des comportements où les gens vont se rapprocher des questions liées à la préservation, des questions liées à la biodiversité. Je vous expliquerai pourquoi. Puis ensuite, il y a un autre rapport plutôt anthropocentrique, mais dans ce rapport anthropocentrique, il y a encore des gens aussi qui sont là pour préserver la nature. Mais sauf qu'ici, ils conçoivent le rapport à la nature comme l'homme comme étant supérieur à cette nature. Donc je vous explique comment on va reformuler tout ça. On peut passer à la diapo suivante. Donc d'abord sur les questionnaires, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un grand groupe de personnes qui avaient en fait une vision très intégrée de la nature et des humains, et dans lequel en fait tous les types de nature étaient naturels. Il n'y avait pas de distinction entre nos jardins sauvages, nos jardins très entretenus, où en fait tous les types de nature devaient être protégés. Il n'y avait pas de distinction qui était effectuée. Et une volonté d'éduquer le public, et puis une vision sur la question de la circulation des plantes et des animaux. Et une question intéressante, c'est que ces jardins étaient souvent en rapport, en fait, cette pratique de jardin, avec le bien-être, et avec la question du bien-être. Donc l'idée que dans le jardin, on se sent mieux que dans d'autres parties de la ville, donc dans les jardins, mais dans les friches également. Et donc, on a en fait une imbrication très forte entre la question de la survie des espèces et la survie de l'humanité. Donc on voit en fait, et donc là c'est ce qui est important en fait, si on va dans la diapo suivante, c'est qu'on voit en fait une volonté déjà entre nature et biodiversité, même combat. On ne distingue pas vraiment les deux termes, et au final c'est comme la phrase que j'ai mise, la biodiversité permet à la nature de pouvoir exister sans risque pour ses habitants. Il faut en fait la biodiversité, c'est la nature qui s'exprime complètement. Donc déjà les deux sont pas distingués. Donc je pense que c'est parce que déjà la nature telle qu'elle est conçue, l'homme fait partie de la nature dans la conception en fait de ces individus. Ensuite, il y a l'idée de vie qui est très importante. Et ça, je pense que c'est une notion qui est à travailler, je pense, en écologie et travailler aussi dans la politique publique. C'est de voir en fait que finalement, si on veut préserver ou si on veut un suivi ou si on veut une appropriation des questions de protection de la nature, si on aborde la vie, ça passe toujours beaucoup mieux puisque les gens sont sensibles à cette question de vie, de survie et de mort. Et donc, très souvent, en fait, lorsque dans le débat, donc dans les focus group, cette question de vie apparaît, vous avez quasiment la totalité des personnes avec qui le débat se met en place
il y a une espèce de... Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut préserver la vie, et donc il faut préserver la nature en ville. Donc cette question de vie, c'est quelque chose qui est essentiel dans cette manière de concevoir la nature. Et donc à la vie, on vit tous, les hommes vivent, les animaux vivent, les plantes vivent. Et donc il y a vraiment une association, une perception, une volonté de dire on est une communauté de vivants. Et il faut absolument qu'on se préserve les uns avec les autres. Donc, ça va très bien avec l'idée de biodiversité de toute manière. Alors après, ensuite, il y a ça passe aussi très souvent par les sens. Ça veut dire que cette proximité avec la nature, elle passe par dire, quand j'utilise mes sens, quand je suis au jardin, je sens, j'écoute les oiseaux, je touche. Tous les sens en fait sont importants dans cette manière de vivre en fait dans les jardins. On est dans l'évocation, on est dans la recherche aussi sur soi, et puis on est finalement souvent, alors c'est pas un terme qui est employé, mais dans une contemplation en fait de l'espace, une volonté de vivre pleinement avec ce qui est autour. Alors contemplation, je pense qu'il n'est pas trop utilisé parce que c'est un terme qui est quand même assez connoté, mais il n'empêche que c'est assez proche de la contemplation religieuse aussi. On peut passer à la diapo suivante. Donc ensuite, les enjeux reposent pas sur une espèce, mais sur des ensembles d'espèces. Donc c'est les termes de plantes, animaux, insectes. Il y a une dimension prospective aussi, donc à essayer. Donc il faut essayer, il y a aussi une dimension, vu qu'on est dans la vie, il y a aussi une dimension temporelle qui apparaît, qui est assez importante. La vie, elle n'est pas pérenne, elle s'arrête. Donc il y a vraiment une dimension temporelle qui est importante dans cette manière de percevoir et de concevoir la nature en ville. Ensuite, il y a une réflexion sur la place de l'homme dans ce système urbain et dans ces jardins. Alors pour la deuxième perception et pratique, on a ici... alors ça, c'est dans les questionnaires, on avait des gens qui fréquentaient peu ces espaces, qui considéraient que la nature était en mauvais état. Donc il y avait un constat sur cette idée que la nature était en mauvais état. Plutôt masculine, mais voilà. L'autre était plutôt féminin. Mais ça reste... Alors il y a quand même un groupe dans cet individu qui ont des jardins mais individuels. Donc ça c'est quand même des gens qui ont une population plutôt aisée ou qui ont une demeure en campagne et donc ils ont potentiellement un rapport à la nature, mais ce rapport à la nature il n'est pas forcément dans la ville. Et il faut savoir que le seul agriculteur qui était interrogé, il était dans ce groupe-là. Alors je vais essayer d'analyser plus profondément parce que le questionnaire ne donnait pas finalement énormément de choses sur cette population-là, parce qu'en fait c'est ça le problème avec un questionnaire, c'est qu'on a beaucoup d'hypothèses et en fait on véhicule tellement dans les questions, dans la manière dont elles sont formulées, on véhicule tellement des présupposés, des postulats qu'en fait on est allé dans une direction qui ne nous permet pas d'analyser vraiment ce groupe-là. Donc on l'a analysé, je l'ai analysé plutôt sur les focus groups, parce que les focus groups, ça a donné des choses plutôt intéressantes. Donc on peut passer à la diapo suivante. Alors, ce groupe-là, au final, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les focus groups, dans l'analyse textométrique qu'on a mis en place, donc c'est une classification descendante hiérarchique qui m'a classé en fait des groupes de textes en fonction en fait d'unité contextuelle élémentaire, c'est-à-dire d'unité de mots. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce focus group m'a donné les deux groupes que j'avais en fait dans le traitement du questionnaire. Donc en fait, on a chaque fois, c'est toujours à peu près la même manière de formuler en fait ces questions de nature. Et donc là, ce groupe-là, donc ces anthropocentriques, ils parlent plus souvent d'espaces verts. Donc vous voyez que si vous regardez les termes qui sont souvent on parle de parcs, de jardins, de rues, de boulevards. Il y a des noms de parcs, André Citroën, vous avez Brassens. En fait, il y a tout un tas d'espaces qui sont traités. Donc là, en fait, très souvent, c'est quand même l'idée d'un lieu particulier. La nature est dans un lieu particulier. Et
elle est souvent quand même plus en dehors de la ville. On la voit en campagne, à la montagne ou en bord de mer. Alors il y a une idée de réguler, cette nature, elle doit être régulée. Toute végétation d'exister bon dans un certain ordre peut être pour un côté pratique et un côté entretien. Donc cette idée que cette nature elle doit être régulée, elle peut pulluler, elle peut poser un certain nombre de problèmes. Donc il faut quand même l'homme, il doit être là pour contrôler d'une certaine manière sa dissémination. Et puis elle doit répondre essentiellement à des besoins anthropiques. Donc on a besoin de cette verdure, de cette détente, de cette décompression, de la contrepartie de ce béton, de cet uniforme, de ce bruit et de cette pollution. Donc cette nature elle est là quand même pour les hommes, d'abord pour les hommes et pour répondre en fait à la pollution anthropique. Alors il y a cette nature, elle est fragile, et c'est pour ça qu'il faut la préserver. C'est ça qu'en fait qui est souvent mis en exergue ici, elle est fragile et elle est aussi inférieure, donc faut que j'aille plus vite. Donc ici, on voit bien ce détachement entre la nature, la société, et donc on a ici une autre manière de concevoir. Donc là, je vous ai mis les deux manières de concevoir. Vous avez un rapport à la nature avec la nature égale humanité, nature donc vivante et avec cette dimension cosmopolite, planétaire, donc cette vision finalement les enjeux de la nature, ces enjeux à la fois, ces enjeux qui vont toucher l'homme et qui touchent la planète dans son ensemble. Alors que les autres, c'est une nature détachée, une nature utile et ici ponctuelle. Donc ici, ce qu'on est intéressant, c'est que c'est très labile en fonction, la vision et la vision de cette nature et les pratiques sont très labiles des Parisiens. Ça veut dire que vous pouvez avoir les deux visions qui sont un même individu peut avoir les deux visions de la nature en fonction du moment de l'entretien et en fonction de la manière dont les questions sont formulées. Donc là, j'ai fait un truc énorme en termes de transition, c'est impossible quasiment de faire la transition. Mais en fait, il y a quand même des gens qui vivent dans ces espaces. Et moi, ça m'a toujours surpris. Et je trouve qu'ici, dans l'idée ici, il y a des populations qui survivent dans ces espaces et qui sont vraiment dans une dimension existentielle. Donc ça n'a rien à voir avec nos Parisiens qui vont là l'après-midi pour profiter de la lumière et de l'odeur, etc. Donc là, on est vraiment dans une autre dimension qui est complètement différente. Et donc on peut passer à la diapo suivante. J'ai travaillé sur les SDF dans les jardins publics à Paris. Et on a montré en fait que c'était un espace essentiel dans la journée en fait, des SDF. Ça veut dire que il y a des lieux où ils sont nourris, il y a des lieux où ils peuvent dormir, mais le jardin dans la journée c'est un espace essentiel parce que c'est l'espace où ils peuvent se reposer, ils peuvent attendre en fait un centre d'hébergement. Donc c'est des lieux qui sont vraiment essentiels et c'est des lieux qui sont souvent oubliés, qui ont été oubliés par la Pure. La Pure a fait un gros travail sur les SDF dans l'espace public et l'espace public ils ont oublié le jardin parce que le jardin ils considèrent que le jardin c'est pas un espace public. C'était un espace qui était géré par la DEV, donc c'était pas la directe. Donc il y avait une grosse. Bizarrement, c'était vraiment un impensé en fait de leur travail. Et nous, on leur a montré en fait qu'il y avait vraiment, c'est des espaces essentiels. Donc vous pouvez aller dans tous les jardins publics parisiens, c'est essentiel dans la journée. C'est des espaces dans lesquels ils se rencontrent et dans lesquels ils se reposent. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc ce qu'on voit, c'est aussi pour les migrants. Les migrants, on les voit dans beaucoup de jardins parisiens. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'on ne les voit pas partout dans le jardin. Mais c'est pareil pour le SDF. Ça veut dire qu'ils ne vont pas dans n'importe quelle partie du jardin. Ils en évitent beaucoup. Ils évitent l'endroit où il y a les enfants, en général. Ils évitent parce que les parents sont en général très hargneux et c'est la réputation qu'ils ont. Moi, j'en ai pas. Et donc, ils vont souvent loin des jeux pour enfants et ils vont souvent aussi dans les endroits qui sont les moins visibles ou les moins vus, donc dans des endroits en général soit au centre de ces jardins, soit dans des parties qui sont bien cachées du fait de paysages particuliers, de paysages fermés.
Donc là, l'exemple ici, c'est le square Cavaillé-Coll. On voit que les migrants, c'est dans la partie en violet, donc ils sont au centre. Et il y a un grand arbre qui, en fait, qui limite énormément la... On voit absolument pas de la rue, on voit absolument pas les migrants. Ils sont vraiment invisibles dans cet espace. Et ils ont choisi cet espace parce que là, ils savaient qu'ils seraient tranquilles. On peut passer à la diapo d'après. Ici, c'est dans un autre square parisien. Je dis tairai le nom parce qu'ils y habitent encore et j'ai pas envie. Voilà. Donc ici, vous avez un couple de SDF qui s'est installé dans un jardin, mais dans un espace en fait qui est limité par un petit grillage, vous voyez, que vous avez en bas, donc en fait qui empêche les touristes ou les habitants de rentrer. Donc ici, ils ont vraiment une clôture qui leur permet d'être chez eux. Et en plus, ils sont dans un espace complètement fermé sur un plan paysager. C'est-à-dire que la tente, on la voit pas du jardin, on la voit pas de la rue. Alors après, il est évident que les gestionnaires de la DEV les connaissent, mais bon, il y a des liens de proximité qui se sont tissés puisque ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Donc on voit bien ici le lien en fait entre SDF et espace vert. Donc là, il y a bien une question d'habitat et d'habiter. Et en fait, on voit bien que ici, les végétaux sont des supports aussi à cette vie dans les jardins, en étend finalement, ici sur l'image, on étend le sac de couchage sur les buissons, on va accrocher la tente sur les branches, quoi. Tout ça c'est vraiment une contribution en fait de l'espace végétal dans leur habitat. Alors après, dans le bois de Vincennes, ça correspond à une historique, et en fait c'est un historique social, mais c'est aussi un historique paysager. Mais je vais aller très vite parce que ça c'est des choses que... Ce qu'on voit, c'est que le bois de Vincennes, c'était un espace qui était très anthropisé. Il est encore très anthropisé. Bon, c'est le plus grand espace vert parisien, c'est 995 hectares. Et vous avez en fait énormément de concessions dans ce bois qui font à peu près, c'est le quart de la surface qui est en concession. Et auparavant, vous avez un terrain militaire. Il faut savoir que Napoléon, les nazis, voilà, il y a eu, en fait, c'était un terrain jusqu'aux années, en fait, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, vous avez des camps militaires qui prenaient des très grandes surfaces et qui étaient en particulier sur la surface forestière qu'on a aujourd'hui, la partie centrale. Ensuite, vous avez eu le centre universitaire de Vincennes, qui était aussi sur la partie centrale. Donc tout ça, c'est parti dans les années 80, et ensuite, vous avez une gestion forestière qui s'est mise en place sur ces espaces, avec au départ une volonté de planter des arbres pour leur esthétique. Et puis petit à petit, avec la tempête de 99, qui a été une grosse rupture dans la conception de voir le jardin, parce que cette tempête, elle a touché plus de 40% en fait, du bois. Et donc les gestionnaires se sont dit, si ça a touché une aussi grande surface, c'est qu'on ne gère pas bien notre forêt, et donc on va retourner une gestion plus naturelle de l'espace. Et donc ils ont mis en place une régénération naturelle. Et pour mettre en place cette régénération naturelle, ils ont mis des petites clôtures autour des parcelles, ils appellent ça des enclos, et donc qui empêchaient en fait les visiteurs de rentrer. Et en fait, l'arrivée de ces arbres et de ces arbustes a fermé le paysage. Et donc cette fermeture a été une aubaine en fait pour les sans domicile fixe, parce qu'ici ils ont eu d'un coup des paysages qui se fermaient dans lesquels ils ont pu s'installer. Et donc on voit très bien sur la cartographie des campements. On voit très bien que les campements sont liés à l'espace forestier, c'est une évidence. On ne les voit pas dans les espaces jardinés. Alors, il y a la raison paysagère, mais aussi une raison de gestion. Ça veut dire que pour travailler avec les gestionnaires ici, ils n'ont pas vraiment envie de les voir s'installer dans les espaces jardinés parce qu'ils passent souvent et parce que c'est très visible. Et donc, dès qu'ils s'installent dans ce genre d'espace, on les invite à partir assez rapidement. Alors que dans l'espace forestier, ils peuvent s'y installer. Donc la diapo suivante. Ce qu'on voit très bien, c'est aussi la corrélation entre ces campements et l'ancienne tempête et les dégâts de la tempête de 99. On voit très bien qu'ils s'installent sur les mêmes espaces. Donc ça, il y a bien une corrélation, en tout cas spatiale. Et ensuite, on voit très bien que ces arbres, ces arbustes, ces buissons, ces herbacées, ils font une fermeture qui leur permettent d'avoir une certaine intimité. On peut passer à la suivante. Et donc on peut y avoir qui s'approprie un certain nombre d'éléments
pour cacher des branches, donc on peut encore aller à la suivante. Donc voilà, on peut mettre en place un campement avec des tables, avec des palettes sous les tentes, ça c'est essentiel, parce qu'il faut savoir que le froid il vient par le sol, et donc si on peut mettre une palette c'est quand même mieux, et donc là la palette elle peut rester, donc on peut s'installer de manière pas pérenne, mais de manière plus longue que dans d'autres espaces urbains parisiens. Et donc, ce qui leur permet ensuite de capitaliser un certain nombre d'éléments, de laisser aussi leurs affaires la journée pour pouvoir aller soit travailler, soit faire la manche. Donc ici, en fait, vous avez ici, je vais aller encore aller plus vite. Et donc, vous avez des campements comme ça qui s'installent. Donc là, donc ici, en fait, la végétation spontanée, finalement, c'est une liberté offerte à la nature, mais c'est aussi une liberté offerte à la société. C'est ça qui est intéressant. Et dans les jardins publics, c'est aussi ce qu'on voit, finalement. Dans les espaces les plus spontanés, c'est en général dans ces espaces où on va voir les exclus. Donc, on voit bien cette imbrication entre l'homme est un être culturel par nature, parce qu'il est un être naturel par culture. Donc, en fait, ici, on voit bien cette imbrication entre nature et société. Qui dit spontané, qui dit liberté, vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes à analyser. Diapo suivante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des rémanences, et donc on voit un certain nombre de rémanences. Il y a des rémanences autour de la forêt comme espace des exclus. Ça, c'est quelque chose historiquement qu'on voit beaucoup, et c'est aussi quelque chose des espaces naturels. On voit bien le Vercors, tout un tas d'espaces qui ont été utilisés pour la résistance, donc on voit bien que ça c'est des rémanences et on le voit pour la pratique des élèves, mais aussi des rémanences, là ça vient sur plutôt mon sujet de thèse, mais on voit des rémanences dans les manières de concevoir la nature, et ce que je vois très bien c'est finalement des continuités, on passe, là cette photo elle montre des religieuses, c'est des carmélites à Saint-Denis. On voit en fait des carmélites qui sont à la fois en train de lire, jardiner, mais derrière vous avez une carmélite ici qui se promène, et qui observe et qui regarde en fait le paysage qui est autour d'elle. Et donc vous avez un peu deux grandes pratiques de la nature dans ce jardin. Vous avez les religieuses qui vont être dans un rapport utilitaire et qui vont avoir un rapport assez anthropocentré avec la lecture des offices ou la lecture de textes et de prières tournés sur un corpus textuel, et d'autres en fait qui vont ici formuler leurs prières en regardant, en observant la nature qui est autour d'eux, et qui vont s'identifier ici beaucoup plus fortement, identifier Dieu à cette nature, mais aussi s'identifier, parce qu'avec la création, il y a une ambiguïté sur le rapport de l'homme à la nature. L'homme fait partie de cette création. Donc, c'est comme l'idée de biodiversité ici. Finalement, vous avez des analogies, des ressemblances, des communautés de destin qui sont dans cette vision théocentrique. Et donc, on voit très bien aujourd'hui la manière dont François, le pape, formule son encyclique. Il a repris cette tradition un peu théocentrique de François d'Assise, mais il y en a plein d'autres. Si vous voulez travailler sur cette tradition théocentrique de la Bible, c'est de considérer que l'ensemble du vivant fait partie de la création, donc il faut le protéger puisqu'il a été créé par Dieu. Et donc derrière aujourd'hui la vision de la nature, biodiversité, la communauté de vivants, il y a des choses qui sont intéressantes parce que dans les deux, la manière dont c'est transcrit dans le paysage, c'est identique. Ça veut dire que dans le rapport théocentrique, vous avez des paysages spontanés. Ça veut dire que François d'Assise, il demandait déjà au XIVe siècle, il demandait, en fait, ce qu'on raconte dans ses biographies, c'est qu'il demandait, en fait, dans chaque jardin, de garder des parties en spontané. Il ne parle pas de spontané, mais de parties où la végétation s'exprime elle-même, donc en spontané, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, et dans lequel, en fait, les religieux, ils observaient, ils regardaient, ils se voyaient en communauté de destin. Et puis une autre tradition qui est plutôt anthropocentrique, génésiaque, dans lequel l'homme est au-dessus de tout, et dans lequel, en fait, cette nature est très entretenue. Donc ça, c'est vraiment l'image du cloître. Mais cette image du cloître, elle a percolé dans plein de jardins à Paris. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de voir en fait comment ces conceptions philosophiques ou théologiques, elles se rencontrent à la fois en faisant des parallèles entre paysage, conception,
Et on voit bien, voilà, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes et peut-être à prolonger autour de ces rapports à la nature. Voilà. Moi, j'aurais une question par rapport à l'ITE. Comment est-ce que tu vois, par exemple, comment est-ce que cette diversité de postures pourrait contribuer à la transition écologique des villes, ou est-ce que tu le vois plus comme un obstacle, ou potentiellement, tu as évoqué tout à l'heure, par exemple, certains mots-clés comme la vie, par exemple. Hein. Mais on voit bien que ça marche pour certains groupes, mais pas pour d'autres. Donc comment est-ce que tu vois les choses dans une perspective de transition environnementale des villes? Comment est-ce que cette diversité que tu as mis en exergue pourrait aller de pair en fait avec des politiques de transition écologique et environnementale? Ce que je vois par exemple, c'est pour moi le terme qui marche assez bien, c'est vivant. Aborder notre destin commun par le terme vivant, je trouve que c'est un terme qui fait écho et qui fait écho à tout le monde et dans lequel en fait je pense que la transition pourrait peut-être travailler. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté sur la place de l'homme dans ce vivant. Biodiversité, c'est un terme qui est trop compliqué et on le voit très bien dans les enquêtes qu'on a menées. Les habitants, là, on voit bien les différences entre les CSP. Ça veut dire que dans la définition de biodiversité, il y a des écarts. Donc ça, c'est pour ça que ce terme-là, je pense c'est peut-être pas par là qu'il faut aller, parce que ici, si on parle de biodiversité, c'est pour un certain nombre d'habitants. C'est un certain nombre d'habitants qui vont le comprendre et qui vont le mobiliser. Ensuite, je pense qu'il y a aussi des initiatives qui sont intéressantes autour des jardins solidaires, de travailler autour de la pratique de jardin. C'est une pratique qui peut, dans certains cas, permettre un dialogue entre différentes catégories sociales. Alors ça ne marche pas tout le temps, on le voit bien avec les jardins partagés, mais ça peut marcher, et en particulier avec les populations exclues. On voit très bien que mais ça c'est, faut revenir à Voltaire, hein, cultiver son jardin, en tout cas cette manière de cultiver, de retourner à la terre, c'est une manière aussi, c'est un dialogue on peut dialoguer autour de la production agricole. Le fait de produire pour les populations exclues, c'est aussi une manière de se valoriser socialement. Et c'est aussi une manière aussi de se reconstruire, de construire une relation aussi pérenne, de voir aussi les saisons. En fait, c'est aussi un rapport au temps qui change. C'est-à-dire que voilà, on plante quelque chose, on sait que dans 3 mois, ça va produire quelque chose, donc il y a un rapport au temps qui évolue. Et des expériences que j'ai vues autour des jardins solidaires, c'est plutôt concluant. Ça veut dire que ça marche plutôt, mais il faut un gros investissement en termes de personnel. Et en plus, ça demande aussi beaucoup d'espace, parce qu'il faut ici mobiliser de l'espace pour que chacun puisse avoir une petite parcelle. Donc voilà. Donc là, ici, je pense que cette expérience-là, elle est intéressante, et je pense qu'aujourd'hui, on ne prend peut-être pas la bonne direction. On voit bien en Île-de-France, avec cette volonté, c'est pas une volonté, on voit souvent les jardins ouvriers qui disparaissent. Et ces jardins ouvriers, pour moi, ils sont essentiels dans les relations qu'on pouvait tisser entre les différentes catégories socio-professionnelles. Donc il faudrait peut-être envisager quelque chose autour du jardin, du jardinage. Je pense que ce serait quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc là, il faut une vraie politique, et il ne faut peut-être pas laisser les associations maîtriser. Je parle du jardin partagé parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est les associations qui maîtrisent finalement le pool, ou les gens qui participent. Il faut peut-être quelque chose de plus proactif. Je ne sais pas comment, proactif, j'aime pas le terme, mais quelque chose qui soit peut-être qui impose d'une certaine manière un dialogue entre les différentes catégories socio-professionnelles. Voilà. Voilà ce que je propose. Merci. Voilà, on a dépassé un peu le temps.